en succession, vous utilisez le schéma du roman policier. Je trouve ça très très bien. Il n'y a pas meilleur plan qu'un roman policier pour écrire. Je pense que... Alors, chacun de vos sujets, c'est un mystère qu'il faut découvrir. Alors, oui. Dans celui-ci, c'est la disparition de 28 militaires russes dans des bains. Voilà, ils sont rentrés nus dans les bains, on a retrouvé leurs vêtements, et puis ils ont disparu. Alors Donc c'est une histoire inventée. En fait, elle est inventée. Le deuxième, le cœur de Kiev, est basé sur une vraie histoire. Et si vous voulez qu'on va les prendre les uns par les autres pour arriver, on va prendre vos livres les uns après les autres. Je parle beaucoup moins bien français que Andrei Kourkov. C'est pour ça qu'il ne me comprend pas toujours. On va prendre jusqu'au troisième livre. Alors le premier, c'est... Le règne de Kiev. Alors... L'histoire est vraie, la vie à Kiev est vraie, c'est-à-dire le personnage est inventé et bien sûr le sujet est inventé. Le deuxième, le cœur de Kiev, c'est une vraie histoire avec aussi des noms des personnages qui étaient accusés vrais, pris des dossiers. Le troisième, encore une fois, c'est une histoire que j'ai inventée, mais beaucoup de choses sont réelles. Beaucoup de détails de vie, du travail de police et la relation entre la police et la police secrète. Oui. Jean-Brice, est-ce que vous voulez poser quelques questions dans votre livre ou dans les livres précédents, qui avait un personnage central du livre. Et là, c'est les bains de Kiev. Pourquoi avoir choisi les bains de Kiev? Est-ce qu'il se passait quelque chose? Est-ce que c'était un lieu de réunion où toute la société se croisait, puisqu'on voit qu'il y a différentes classes sociales? Kiev, à l'époque, il y a 100 ans, était une ville complètement différente si on parle des communautés des gens. Parce que Kiev était divisé en quelques quartiers. Chaque quartier avait un caractère spécifique. Par exemple, le quartier qui s'appelle aujourd'hui Kourinivka, c'était un village dans la ville, oui. Avec des gens très conservatifs, mais aussi plus criminels. Le quartier Podil, près du fleuve de Dnipro, c'était le quartier juif, le quartier des commerçants, mais aussi des petites entreprises familiales. Le quartier dans le centre historique, la Porte d'Or, Sainte-Sophie, c'était bien sûr une des deux quartiers aristocratiques. Pechesk, aujourd'hui c'est le quartier du gouvernement. C'était plutôt le quartier des gens qui travaillaient pour l'État. Et la Porte d'Or, c'était des gens, des professeurs, des docteurs, tout ça, c'est-à-dire pour les gens éduqués. Comme ça, ces gens, c'est-à-dire il y avait des quartiers où il n'y avait plus des gens qui soutenaient l'armée rouge ou VTK, et il y avait des quartiers où les ennemis des prolétariats habitaient. Et pour moi, et bien sûr, presque à chaque quartier, il y avait des bains. Et cette hiérarchie existait aussi, si on parle des bains de Kiev, parce que c'était une tradition très importante, les bains publics. Il y avait des bains plus aristocratiques, moins aristocratiques, et il y avait bien sûr une mafia des bains qui est évoquée dans ce livre. Oui. C'est-à-dire que les bains souvent étaient aussi l'espace, la place du crime. Vous voulez que je continue notre petite question?
Non, on voit bien quand l'histoire de l'oreille dans la boîte que c'est fantasmagorique. Mais d'où ça vous vient? Vous avez ce côté fantastique. Il y a du fantastique lorsqu'on vous écrivez. Oh, je peux dire qu'il y a pas mal de fantasmes médicaux dans mes livres à cause de l'histoire des familles, parce que je suis vécu d'abord dans la maison de ma grand-mère qui était une chirurgienne et la directrice d'un sanatorium pour les enfants avec tuberculose. Et bien sûr, c'était les années 1960. Les livres pour les enfants étaient de qualité très mauvaise. Aussi les livres sur Lénine et les livres sur la chirurgie avaient la qualité magnifique avec des photos en couleur, des tumeurs, des opérations différentes, des instruments. Et j'étais fasciné par ça et je pense que ça restait dans ma tête et doucement ça arrivait dans mes livres. J'avais pas vu le côté médical. Mais par exemple, dans le roman La dernière amour du président, il y a un président qui a une transplantation du cœur. Il ne sait pas qu'en fait, quelqu'un peut contrôler ce cœur avec un... Donc, vous êtes au 4e, vous êtes en train d'écrire le 4e volume. Je fais une pause pour le moment. J'écris un roman plus proche aux abeilles grises. Sur aujourd'hui, il y a pas mal de parallèles, mais pas vraiment, il ne peut pas dire que c'est le même style. Mais c'est pas par hasard, mais quand j'ai déjà écrit le premier chapitre du 4e roman, je inventais une histoire. Je pensais une histoire sur un homme qui a perdu sa mémoire autobiographique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a pas mal de livres sur la perte d'histoire. Oui, mais perte d'histoire pendant la guerre, c'est une autre chose. Et je vais finir ce petit roman vers la fin d'été. Et après, je reviens et quand en fait, quand vous commencez un roman, c'est une histoire, c'est-à-dire, bon, c'est quelqu'un qui a perdu la mémoire. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous écrivez tous les jours quelque chose où une histoire se met en place dans votre tête? Quand est-ce que vous faites un plan? Parce que quand même un roman c'est une architecture. Comment est-ce que vous pensez le roman, ou est-ce que vous le pensez comme une histoire qu'on raconte? Oui, plutôt c'est une histoire que je garde dans ma tête. Je raconte à ma femme. Et peut-être encore à 2-3 amis. Et chaque fois je change un peu l'histoire, mais je ne fais pas le plan. Je fais des notes pour ne pas oublier quelque chose d'important. Mais je commence à écrire si je pense que l'histoire dans ma tête est déjà prête. Avec la fin. Et la fin, quand est-ce que vous l'envisagez? Au début? Cette fois, d'abord, j'ai envisagé le début. Et j'ai raconté les premières 2-3 fois cette histoire sans être sûr à propos de la fin. Et après, j'ai trouvé la fin. Et quand la fin est trouvée, voilà, il suffit de combler. On peut dire ça, mais souvent, pendant le travail, la fin se change. Parce que si le personnage est un vrai personnage, c'est-à-dire avec sa motivation, son caractère, c'est lui ou c'est elle qui décide. Parce que parfois, c'est possible que si j'insiste sur la fin que j'ai pensée, ça ne sera pas logique pour le caractère du personnage. Donc vous avez un vrai dialogue avec vos personnages.
C'est un peu comme un metteur en scène. Vous leur faites des propositions. Oui, c'est toujours... En fait, c'est plus facile si le personnage te raconte sa histoire. Mais pour ça, il faut le créer. Et à quel moment il est créé? C'est toujours différent. Ça dépend des histoires. Parfois, je suis fâché si un personnage reste passif et il attend qu'est-ce que je fais avec lui. Mais un personnage trop entreprenant, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui prend l'initiative sur vous? Oui, si vous êtes tolérant, suffisant fou, j'accepte ça. Oui, mais c'est ça. Je veux être surpris. En fait, je pense que c'est l'histoire. Mais j'écris cette histoire pour savoir si vraiment je sais l'histoire. Et j'écris aussi pour savoir comment cette histoire va finir. Oui. C'est-à-dire que c'est loin d'être enfin, vous êtes sans arrêt sur la brèche et puis vous demandez à votre récit de vous étonner. Ah oui? Non, si je ne suis pas étonné moi-même, je pense que aussi les lecteurs ne seront pas étonnés. Voilà, Et je pense que c'est très important qu'on est surpris par la lecture du livre. Et l'intrication dans votre œuvre romanesque de la poésie, est-ce que la poésie apparaît dans l'œuvre romanesque, dans les romans est-ce qu'il y a des moments poétiques? Oui. Et ce sont des moments émouvants? Oui. Et là, vous aimez être ému? Vous aimez ressentir une émotion? Ah, bien sûr. Et c'est la poésie qui se dirige toute seule, c'est-à-dire brusquement, vous avez écrit un morceau et puis vous êtes... Mais si on parle des poésies qu'on trouve ici, écrites par un des personnages, c'est une poésie très naïve, mais très sympa, et c'est aussi ça m'aide à créer un rythme, parce que pour moi, le rythme du texte est très important aussi. Et la poésie ou les dialogues m'aident beaucoup. Vous voyez à quel point c'est une œuvre riche avec de l'humour, de l'absurde, de l'histoire, de la poésie. Je tiens à dire quand même un univers très sombre, très sombre. Et puis que cette histoire du passé annonce l'histoire présente, c'est aussi quelque chose qui bouleverse. Mais quand même, on est très très content que vous ayez résisté à la guerre et que l'écriture, que la guerre n'ait pas englouti votre écriture, que vous ne soyez pas devenu journaliste. Mais en fait, je pense que c'est un temps très tragique pour la littérature ukrainienne parce que presque personne n'écrit pas des romans. Parce que pour écrire un roman, il faut se trouver dans une situation stable. Il faut être capable de se détacher de la réalité, ne regarder pas les nouvelles. Et c'est impossible parce que la ligne de front a plus que 1000 kilomètres. Il y a des bombardements chaque jour. Les gens dans les grandes villes ne dorment jamais. Mais le matin, ils sortent pour le travail. C'est-à-dire il y a beaucoup de stress. Et d'une certaine façon, pour avoir beaucoup lu de livres de la rentrée littéraire, on voit comment le romanesque est en train de disparaître en France maintenant, parce que pour être remplacé par des livres autobiographiques ou des livres sur l'actualité. En fait, les romanciers se transforment un peu en journalistes, et puis autrement les autres sont dans l'analyse d'eux-mêmes, et il y a une sorte de roman inventé, tous ces romans qui ressemblent aux romans du 19e siècle, qui est en train de disparaître. Enfin, cette année, c'était très visible en France, parce que je crois qu'il y a le poids d'une guerre qui est éloignée, mais le poids de la guerre qui est là, à travers les informations, à travers les choses comme ça. Et ça change beaucoup la littérature.
Oui, chez nous, c'est déjà changé parce que 80% des livres qui sont lus aujourd'hui, c'est les romans traduits de français, d'anglais, d'espagnol. Il y a très peu de romans ukrainiens, mais il y a trop de non-fiction, des livres documentaires sur l'histoire, sur la guerre, oui, aussi les biographies historiques. Mais en fait, le public le demande aussi, hein, demande ces livres pour comprendre, demande de lire pour comprendre ce qu'il entend. Oui. Donc, autrement, il ne serait pas édité. Si, voilà. Oui, oui, ça, un écrivain n'est pas, même quand il invente, n'est pas indifférent à la pression de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'être russe au départ? Rien. Je suis d'origine russe, mais je suis plutôt un Ukrainien. Oui. Mentalement, parce qu'il y a une grande différence entre la mentalité russe et la mentalité ukrainienne. Oui. La mentalité ukrainienne est individualiste. Oui. C'est-à-dire chacun décide qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a une autre tradition de n'avoir pas le respect pour le gouvernement, pour le président, pour le pouvoir politique en Ukraine. Et il y a une tradition de peur et collectivité en Russie. C'est-à-dire, les Ukrainiens sont très français dans le sens que s'ils ne sont pas contents, ils sortent sur les rues, dans les rues et ils organisent un Maïdan de protestations. Il n'y a pas de protestation en Russie. Et en Ukraine, c'est la classe politique qui a peur des sociétés civiles. En Russie, il n'y a pas de société civile. Comme ça, je me sentais toujours beaucoup plus libre que mes collègues à l'époque en Russie. Et je ne m'intéresse pas de la culture russe parce que la culture ukrainienne est beaucoup plus proche et je connais beaucoup mieux la culture ukrainienne, l'histoire ukrainienne. Mais bien sûr, on rêve en Ukraine d'avoir une identité classique, c'est-à-dire langue, culture, histoire. Mais l'Ukraine reste un pays avec des minorités, avec beaucoup de groupes ethniques différents, qui sont tous les Ukrainiens. Les Tatars de Crimée sont les Ukrainiens. C'est les gens avec mentalité ukrainienne, avec le passeport ukrainien, qui se comportent la même. Et bien sûr, à cause de ça, il y a, je ne sais pas, des centaines d'identités ukrainiennes, mais fusion. C'est-à-dire c'est pour ma collègue Timea Shrek, qui habite à Transcarpathie, c'est une dame, c'est une écrivaine magnifique qui écrit en hongrois parce qu'elle est hongroise ethnique. Mais pour elle, c'est plus complexe parce que l'histoire ukrainienne, l'histoire hongroise, et ils sont dans la tête des Timères, je pense que mêlés. Mais pour les Gagaous, pour les Moldaviens, Ukrainiens, pour les Arméniens, c'est toujours la langue maternelle, peut-être pas ukrainienne, mais l'histoire d'Ukraine et la culture ukrainienne, c'est ces histoires et culture. Mais j'étais très étonnée quand j'ai été traduite en ukrainien que, je ne sais pas, l'éditeur ou le traducteur me dit, bah, évidemment, je vous traduis en russe. J'ai pas traduit, en fait, mon édition ukrainienne de mon livre est écrite en russe. Je suis traduite en russe. En Ukraine? Oui. Non, c'est rare, c'est rare. C'est rare. Aujourd'hui, pratiquement, les livres sont traduits qu'en ukrainien. Et les livres en russe, pratiquement, n'existent pas dans les librairies. On peut les acheter en ligne. Oui, mais les livres en russe étaient remplacés par les livres en anglais. Et maintenant, les jeunes ukrainiens, ils ne lisent pas, ils ne veulent pas lire les livres en russe, ils lisent en ukrainien et en anglais. Et vous écrivez en ukrainien? J'écris des non-fiction en ukrainien. Et les romans, j'écris en russe, mais je ne les publie pas en russe. Ils sont tout de suite traduits en ukrainien. Ah, voilà. Oui. Ah oui, très bien. Et la différence, enfin en dehors de toute l'histoire qui se trouve autour des deux langues et de la symbolique d'une
langue de liberté qui serait l'ukrainien et d'une langue qui serait de l'occupant, russe qui serait de l'occupant. Qu'est-ce qu'il y a comme différence d'émotion entre l'une et l'autre? Quelles sont les spécificités de la langue ukrainienne? Qu'est-ce que vous y voyez? Et qu'est-ce que par rapport à la langue russe? Non, si je parle de la littérature contemporaine, la langue russe restait très liée à la tradition classique littéraire de la Russie. C'est-à-dire il n'y avait pas de révolution dans la littérature russe, ni révolution des idées, ni révolution du style. C'est intéressant. La langue ukrainienne était pratiquement maltraitée pendant 300 ans. Parce qu'à partir de 1720, il y avait une guerre contre l'identité ukrainienne menée par les tsars russes. C'est-à-dire la littérature était interdite, le théâtre ukrainien interdit, Katerina la Grande a interdit l'éducation en ukrainien dans les universités en Ukraine, tout ça. Et comme ça, pour les jeunes ukrainiens, auteurs ukrainiens aujourd'hui, c'est le moment de renaissance, parce qu'ils peuvent développer la langue. Et ils poussent la langue. Et à cause de ça, oui, il y a des traditions de littérature ukrainienne classique du 19e siècle, mais à l'époque, ces livres des auteurs classiques aussi très intéressants, mais ils étaient écrits pour garder leur langue, pas pour les lecteurs. Et